Alors bonjour, bonsoir à tous et tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Gérard Burtin, je suis l'un des animateurs de l'IHS CGT 71, qui est l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT en Saône-et-Loire, qui est la déclinaison départementale en fait de notre IHS confédéral, dont le siège est à la CGT à Montreuil. Nous sommes donc les initiateurs de cette journée, parce qu'il y a 130 ans, exactement à quelques jours près, et c'était dans la nuit du 15 août 1882, ont eu lieu, au Bois du Verne, l'un des quartiers ouvriers les plus importants de la jeune commune de Mont-Solemin à cette époque-là, ont eu lieu des événements qui marqueront durablement le paysage social moncelien, mais également national. L'IHS 71 a tenu à marquer cet anniversaire en organisant une journée d'études sur cet épisode connu comme étant celui de la Bande Noire, et je vous remercie d'avoir répondu présent tout au long de ces travaux. La conférence qui va nous être présentée maintenant est en fait le 3e épisode de nos travaux. Cette journée, en fait, elle a débuté hier au soir par une séquence d'arpentage, du verbe arpenter, de l'un des lieux où se réunissaient à cette époque-là, clandestinement, les jeunes insurgés que nous allons évoquer ce soir. Ça s'est passé hier soir au bois de Curchu, comme on dit par ici, à la sortie de Saint-Vallier, route de Pouillou. Alors ce fut un grand moment, ça je peux en témoigner, proposé et organisé par l'équipe d'Odile TV, et nul doute que ceux qui y ont participé à cette sortie en garderont longtemps un excellent souvenir, je l'imagine. La deuxième étape a eu lieu tout à l'heure, dans l'après-midi, pendant laquelle nous avons pu nous plonger dans les documents et archives qui sont parvenus jusqu'à nous et qui ont servi de support aux travaux des historiens, de nos historiens, et entre autres, je vais en citer que 2, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ça, mais je vais en citer 2 parce qu'ils sont présents dans la salle aujourd'hui. Il s'agit de Roger Marchandeau, notre historien local très connu et sur les travaux duquel nous nous appuyons très régulièrement, et Yves Meunier, donc, que je vais vous présenter tout de suite d'ailleurs. Yves Meunier, que nous allons écouter tout à l'heure, et qui, tout au long de ces séquences, hier, cet après-midi et maintenant, aura été notre guide scientifique et historique. Alors Yves, c'est un régional ou c'est un local, il est originaire du Creusot, il a été enseignant dans notre région, puis il me semble après dans le sud-ouest, peut-être bien, je ne suis pas sûr de mon information là ici. Il s'intéresse aux sources de l'anarchisme ouvrier et il devient, du fait de ce travail, un grand connaisseur des problématiques sociales et syndicales de la fin du 19e, et en particulier dans notre région. Il est également l'auteur de l'ouvrage paru en 2017, dont le titre est « La Bande Noire, propagande par le fait » dans le bassin minier 1878-1885. Et puis, je pense qu'il se fera un plaisir de vous le dédicacer tout à l'heure à la fin de la conférence. Alors donc, je vais m'adresser maintenant à notre historien présent, Yves, qui est ici à mes côtés. Et je vais lui demander, pour débuter la conférence pendant laquelle il va nous expliquer tout ça, s'il peut nous tracer, parce qu'on en a quand même besoin pour commencer à comprendre, pour comprendre un peu de quoi il s'agit, s'il peut nous tracer à grands traits le contexte social, politique, syndical du bassin minier dans ces années de la fin de la décennie 1870. Existe-t-il, par exemple, parce que ça nous intéresse, nous, à l'IHS 71, existe-t-il, par exemple, des embryons d'organisations syndicales dès cette époque-là? Bonsoir. On embraye directement à partir de cette question. Oui, il existe des organisations embryonnaires de type syndical. On appelle ça à l'époque les chambres syndicales. Alors, c'est pas un syndicat, et c'est pas un parti, et on verra que c'est quelque part les deux. Et dans ce contexte-là, il faut remonter un petit peu en amont pour comprendre un peu les choses, c'est-à-dire 10 ans avant, au Creusot, dont tu parlais il y a 5 minutes, de la commune du Creusot. Alors, tout le monde connaît la commune de Paris, il y a eu des communes de province, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais
il est nécessaire de quand même reprendre ce moment-là, puisqu'il explique des choses sur ce qui va se passer à Montceau-les-Mines 10 ans après. Donc en 1870, c'est encore le Second Empire, et donc au Creusot, il y a des grandes grèves, 69, 70, et ça aboutit avec 2 jours d'insurrection, plutôt soft quand même. Il n'y a aucun tir de fusil ni de mort, contrairement à d'autres endroits, et donc qui amène une proclamation de commune au Creusot. À partir de là, va s'enclencher un cycle de répression contre les communards creusotins, dont une partie s'exilera en Suisse, en particulier Jean-Baptiste Dumay, dont le nom est connu, puisqu'il sera le premier maire républicain, socialiste, nommé par le pouvoir républicain à la suite de la chute de l'Empire, après la guerre contre la Prusse. Mais autour de Jean-Baptiste Dumay, il y a d'autres personnes. Et puis il y a surtout, parce que la commune n'est que 2 jours, il y a surtout un mouvement qui s'est créé et qui a trouvé l'aboutissement structurel de ce mouvement dans la création d'une section de l'Association internationale des travailleurs, l'AIT. Au Creusot, il y a ce groupe qui a été le groupe le plus en avant-garde dans les grèves et dans la mise en place de la commune. Parmi eux, on retrouvera quelques éléments qui n'ont pas été condamnés au procès. Le procès de la commune du Creusot n'a pas été si terrible que ça, puisque ceux qui ont eu des grosses condamnations étaient en exil, Dumay et Gaffiot, ainsi que Supplicy. Donc certains anciens des grèves du Creusot vont se retrouver mineurs à Montceau-les-Mines. Ça aura de l'influence, beaucoup d'influence, puisqu'ils vont apporter à Montceau-les-Mines une pratique qu'ils avaient déjà dans l'Association internationale des travailleurs, et une pratique de clandestinité. Ça existait déjà au Creusot. Les réunions dans les bois, ce qui va donner le nom à la Morde Noire, c'est ça, c'est le fait de se réunir la nuit dans les bois, clandestinement, puisque la législation de l'époque, après la Commune, il y a la loi Dufort d'interdiction de l'international, affiliation à l'international, mais il y a d'autres lois qui sont encore en vigueur, même sous cette république, d'après la Commune, république bourgeoise, d'interdiction de réunion, en particulier une loi très importante qui avait été utilisée contre toute réunion politique. C'est un article du Code pénal napoléonien, 291, je crois, qui interdit de se réunir à plus de 20 sans information, autorisation préfectorale. Donc on comprend bien que pour un paysage industriel comme celui de Montceau-les-Mines, où le patron, il y a un seul emploi, c'est la mine, se réunir, donner un nom, c'est de suite être congédié de la mine. Donc, d'où les réunions clandestines, comme au Creusot 10 ans précédemment. Alors, il faut comprendre quand même que, suite à la répression, dans ces réunions clandestines, se reproduisent aussi les débats, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et dans le contexte de l'époque, pour répondre à ta question, l'international, à l'époque qui nous importe, c'est-à-dire 1878 à 1885, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, elle est dissoute d'ailleurs, elle scissionne déjà en 1872, entre une internationale autoritaire, je mets des guillemets pour pas me faire tirer dessus, marxiste, et puis l'internationale anti-autoritaire, plutôt portée anarchiste, créée en Suisse en 1872 à l'intérieur de la Fédération jurassienne. Voilà. Et les Creusotins vont adhérer à la Fédération jurassienne, les Creusotins en exil en Suisse, dont Dumay. Dumay rentrera avec l'amnistie des communards sur un paysage local où le paternalisme a repris tous ses droits après l'insurrection de la Commune au Creusot.
et où à Monceau-les-Mines, le patron des mines, Léonce Chagot, impose un ordre économique d'oppression qu'on connaît. Ils sont 5000 mineurs à l'époque, dont la moitié au fond, et avec une politique de contrôle social qu'on connaît bien ici, et une aide indéniable de la part de l'Église, qui sert à Monceau-les-Mines de mouchard. C'est-à-dire qu'au Creusot, le mouchard se recrute chez l'ouvrier, principalement. À Monceau-les-Mines, le mouchard, c'est l'Église, c'est le curé. Ce sont les sœurs et qui surveillent les quartiers, qui surveillent et qui vont jusque dans les maisons, qui obligent aux enterrements religieux. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'enterrement à l'époque civil, ça n'existe pas. Il y aura une loi bien plus tard, à la fin du 19e. Donc les cimetières étant propriété de l'Église, le fief monceaulien étant propriété de la Compagnie des Mines, on est enterré à l'église. Chagot, le patron, étant un jésuite réactionnaire, carrément obsessionnel, il n'y a pas moyen de se libérer autrement qu'en fomentant une lutte. Donc sur ce contexte-là, avec l'expérience de la commune, avec ces ouvriers qui arrivent, quelques-uns, ils ne sont pas très nombreux, du Creusot, qui ont ces pratiques de clandestinité, de réunion, etc., ils sont plus anciens, va commencer par se créer des sociétés secrètes. Elles ne vont pas venir tout de suite. Il y aura la grève de 1878 qui va se déclencher, qui aura les mêmes mots d'ordre que celle qui a eu lieu au Creusot 10 ans avant, en 1869, c'est-à-dire la gestion de la caisse de secours, le temps de travail et les salaires. C'est toujours la même histoire. Alors la caisse de secours, tout le monde sait, voit bien ce que c'est. C'est tout simplement la sécu d'aujourd'hui, c'est-à-dire avoir une sécurité sociale, ne pas être pendu par juste le salaire, et pas de salaire, j'ai plus rien. Si tu n'es pas à Monceau-les-Mines mineur, si tu ne travailles pas pour la mine, tu ne peux pas vivre. C'est le seul emploi possible. Et comment tu fais quand tu es renvoyé? Tu es obligé de partir ou réduit à la misère. Donc il n'y a pas de sécu sociale. Mais c'est la revendication principale qui va d'ailleurs traîner jusqu'à aujourd'hui, où on veut nous finir de nous la démanteler, avec le pouvoir thatchérien que nous avons. Et donc du coup, on se rend bien compte que cette histoire, c'est la nôtre, ne serait-ce que par les revendications. Voilà. Si je peux me permettre, la grève de 1878 que tu évoques, elle fait suite aussi quand même à un événement un peu particulier à Monceau, qui est la prise de la mairie par un maire républicain, qui est le premier maire qui est élu, c'est le docteur Janin, et qui provoque, Chagot étant fort en colère d'avoir perdu cette mairie, licencie à tour de bras des mineurs, de ses ouvriers, qu'il soupçonne d'avoir voté pour Janin. Tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, on peut écouter une séquence audio. Là, à l'écran, vous avez un article du Progrès de Saône-et-Loire du mercredi 6 mars 78, dont on va écouter un extrait, qui montre un petit peu l'ambiance, et d'ailleurs le Progrès, journal réactionnaire, et l'ambiance du moment. Nous avons le regret d'apprendre que les ouvriers du Monceau ne sont pas encore descendus dans les puits et n'ont pas repris leurs travaux. Contrairement aux promesses faites à leurs délégués, ils persistent à prolonger la grève et par suite à laisser peser sur eux une situation qui leur deviendra de plus en plus onéreuse. Nous ne saurions trop engager les mineurs à revenir à d'autres sentiments, à envisager leurs intérêts avec plus de sang-froid. À quoi peut les conduire l'espèce d'inertie dans laquelle ils se sont réfugiés? À rien, absolument à rien qu'à l'épuisement de leurs économies, à la misère et à la ruine. Et quand ils auront usé leurs dernières ressources, la question de l'amélioration des conditions de travail n'aura pas fait un pas. Nous avons toujours blâmé le système des grèves, et nous croyons que ce mode barbare de réforme ne peut conduire à rien de bien. On était entré dans une sage voie pour résoudre cette question. On avait remis à des délégués le soin de s'entendre avec la mine. Nommer des délégués, c'était s'engager d'avance à accepter leurs décisions. Or, les délégués étaient tombés d'accord que les travaux devaient être repris. Pourquoi l'engagement pris n'a-t-il pas été ratifié ? Nous craignons bien que les mineurs soient victimes d'une erreur funeste et que, sans qu'ils s'en doutent,
ils soient poussés dans une mauvaise voie par des influences dont il ferait bien de chercher la source. Nous n'insistons pas là-dessus, n'étant pas assez éclairés au sujet de ces influences, mais quel que soit le motif qui les pousse, qu'il y ait bonne ou mauvaise intention, il est certain qu'elles sont pernicieuses au point de vue des ouvriers. Qu'ils jettent un coup d'œil sur la situation, et ils s'en convaincront comme nous. La compagnie n'acceptera pas de discuter les questions de travail et de salaire avant que les mineurs ne soient décidés à reprendre dans le puits. D'autre part, la troupe qui occupe le Monceau n'en partira pas avant la fin de la grève. Si les ouvriers persistent dans la résistance passive qu'ils semblent avoir adoptée, cette situation peut se prolonger indéfiniment jusqu'à ce que, cependant, la misère soit complète dans les ménages. Il n'y a donc qu'un moyen de sortir de cette impasse, c'est de reprendre la voie que l'on n'aurait jamais dû quitter, c'est de nommer des délégués pour discuter avec la compagnie les intérêts du travail, pour exposer les griefs s'il y en a, pour réclamer amiablement toutes les améliorations qu'il est possible de réaliser. Sans doute on n'obtiendra pas d'un seul coup toutes les satisfactions que l'on espère, mais avec le temps, on vient à bout de bien des choses. Et si les intérêts ouvriers sont bien compris, si des hommes spécialement délégués pour cela veillent continuellement et intelligemment sur eux et ne laissent passer aucune occasion favorable, on aura bientôt des circonstances meilleures aidant à réaliser les progrès relatifs au bien-être des travailleurs. Moi, je ne sais pas si vous avez écouté la radio ce matin. Moi, j'ai entendu le secrétaire national de la CFDT. Je ne savais pas qu'il avait écrit un article dans Le Progrès le 6 mars 1878. Parce que c'est carrément ça, quoi. Et en creux, on voit bien aussi à quoi on est réduit, à quelle misère on est réduit. Si tu reprends pas le travail, t'es rien, c'est bien ce qu'ils disent. Bon, on voit bien où on en est, quoi. Donc, suite à cette grève, alors, bien sûr, il y a répression. Elle ne dure pas très longtemps, une quinzaine de jours, ce qui est déjà pas mal à l'époque. Et on a une répression féroce, des condamnations, et donc, du coup, un retour à la clandestinité. La clandestinité, mais une clandestinité cette fois organisée dans un groupement qui va s'appeler la Marianne. La liste qui est là projetée est la première liste que les forces de répression, c'est-à-dire la gendarmerie, ont réussi à établir des principaux meneurs de cette société secrète qui s'appelle la Marianne à l'époque. Il y a quelques noms d'ailleurs dessus qui sont des noms des anciens grévistes du Creusot. Voilà. On voit bien le lien, on peut l'établir. On imagine d'ailleurs que d'avoir choisi d'appeler leur société secrète la Marianne, ça avait quand même, c'était plus qu'un symbole, on imagine. Bien sûr. Et des Mariannes, il y en avait plusieurs en France. Et c'était à cette époque, dans les années 1870, des sociétés secrètes montées pour contrer la tentative de retour à la monarchie. Vers 1873, avec l'histoire de MacMahon, qui est président de la République d'ordre moral, et la tentative de retour d'un coup d'État, monarchiste. Et on se souvient de l'anecdote où, en fait, ils ne se seraient pas entendus sur la couleur du drapeau. Et donc, pareil que c'est ça. Et donc, voilà, ces sociétés secrètes qui se nommaient Marianne, il y en avait plusieurs en France dans les années 1870. Et sur le terreau moncelien, elles vont recruter dans les effectifs de la mine. C'est le mineur qui rentre là-dedans. Ça explique beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une société secrète d'une ville plutôt administrative ou avec d'autres emplois. Ici, il n'y en a qu'un seul. Donc, fatalement, il y a une référence de classe. Donc, rester juste pour le rétablissement de la République, ça devient vite insuffisant, d'autant que ce coup d'État n'a pas eu lieu. Donc à partir du moment où il y a répression et qu'on forme une société secrète, on pose des questions qui sont les mêmes que celles de la grève, c'est-à-dire la hausse des salaires, la caisse de secours, la gestion de la caisse de secours par les ouvriers eux-mêmes, c'est la question centrale, et le temps de travail, voilà, les conditions de travail. Donc cette société-là, l'administration connaît apparemment un certain nombre de ses leaders. Le maire Octave Jeannin, qui est un républicain dont tu parlais, se dit qu'il, lui, va arranger les affaires. L'administration à l'époque, elle a peur surtout d'un retour de la grève. Donc elle n'imagine pas ce qui va se passer après. Ce qu'elle veut éviter, c'est la grève. Donc on temporise.
On temporise, mais les choses bouillonnent dans les bois, dans ces réunions, voilà. Et on arrive à ce moment, 79, 80, c'est l'amnistie des communards. Sur ce terrain-là, retour de Jean-Baptiste Dumay, qui revient au Creusot et qui met en place les premières chambres syndicales dont je parlais au début. Pour répondre à ta première question, chambres syndicales qui sont en fait des groupements corporatifs que l'on peut, légaux, ça c'est légal de monter une chambre syndicale. La législation, c'est par contre, il ne faut pas y faire de politique. Et quand on se réunit, alors c'est toujours un morceau de la loi Le Chapelier qui n'a pas été supprimé. Il y en a un bout qui avait été supprimé sous Napoléon III, on avait le droit de coalition, mais à l'intérieur de ces réunions, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. D'où la présence, certaines fois, quand on fait des réunions un peu plus nombreux et qu'on a demandé l'autorisation, quand on est plus de 20, d'un commissaire de police, toujours, qui est là pour noter tout ce qu'on dit. Là-dessus, ces chambres syndicales, Dumay commence à les monter chez les sidérurgistes du Creusot. Il y en a une ou deux, et sur Montceau-les-Mines, s'en montent 3. La Pensée, l'Union des travailleurs de Blanzy, la Pensée c'est au Bois du Verne, et la Santa Maria au quartier des Bois-Francs. Voilà, ces 3 chambres syndicales se montent dans ces années 1881-82. Au niveau local, plus largement, c'est aussi un problème politique, puisque depuis 1879, s'est créé le premier parti ouvrier en France, à Marseille, auquel Dumay s'est affilié et qui tente de regrouper dans son sein les chambres syndicales et d'autres groupements, les cercles d'études sociaux, etc. Il y a, ce que je disais tout à l'heure, la distinction entre syndicats, partis, tout ça n'est pas clair. C'est comme au temps de l'Association internationale des travailleurs, ça forme un tout. Donc la base du parti ouvrier, à Montceau-les-Mines et au Creusot, se réunit dans les chambres syndicales. Voilà. Alors le problème qu'il va y avoir, c'est que, effectivement, au niveau structuration, Dumay n'envisage pas du tout une insurrection. Lui, il cherche un mandat, finalement. Il va devenir secrétaire de la première fédération socialiste du département, et en regroupant la base des chambres syndicales dans le parti ouvrier, il commence à monter une politique réformiste qu'on connaît bien depuis, et par l'élection, etc. Mais sur ce terrain bouillonnant, ici, avec la répression de la grève, etc., à Montceau-les-Mines, ça prend qu'à moitié. C'est-à-dire que le calque, les adhérents des chambres syndicales montceliennes gardent les pratiques clandestines qu'ils avaient dans la Marianne. Et ils sont nombreux. Et en particulier au Bois du Verne. On estimait qu'au Bois du Verne, à l'époque, presque la totalité des familles avaient un adhérent, presque la totalité des mineurs, du coup, avaient été adhérents de la Marianne. Tout en adhérant aux chambres syndicales. C'est-à-dire qu'on a déjà des choses qui tiraillent comme ça. On a une base remuante, plutôt les jeunes, déjà à l'époque, et puis des directions de chambres syndicales qui ne sont pas du tout sur cette option insurrectionnaliste. Ça s'explique. Vito, qui est dirigeant de chambre syndicale, Bonneau, au Bois du Verne, ne sont pas mineurs. Mais on ne peut pas mettre un mineur dirigeant de chambre syndicale secrétaire. Si on fait ça, on doit donner le nom, il est de suite congédié de la mine. Donc ça s'explique, on voit bien que ce sont des artisans ou d'autres professions, le peu qu'il y a, qui peuvent devenir secrétaires de chambre syndicale. Mais ça a des conséquences. Et on va voir que, justement, comme la situation se tend, que bon, finalement, dans ces réunions officielles, quand on est moins de 20, on discute surtout de mutualisme, comment on fait une caisse commune, et en fait on essaye de remplacer la Sécu qui n'existe pas pour donner des indemnités aux malades, à ceux qui sont congédiés, de la solidarité nécessaire. Voilà. Mais on en reste là. Bien sûr, parce qu'aussi en réunion, on ne peut pas parler d'autre chose. Donc on maintient aussi les réunions dans les bois, y compris pour les modérés, même pour parler d'augmentation de salaire, parce que ça devient politique. Donc comme il ne faut pas en parler, on en parle dans les bois encore.
Et on arrive à une situation où les plus jeunes commencent à être impatients. C'est surtout ça ce qui se passe, quoi. C'est qu'il y a aussi un phénomène générationnel, quoi. Et il y a tout un mouvement qui commence à monter, surtout que est nommé sur le bassin le fameux curé Gauthier, qui lui c'est vraiment le mouchard patenté de Chagot, qui surveille avec les sœurs au bois du Verne la population. Et donc il va devenir une cible. Et la première cible des plus jeunes, ça va être l'Église. Donc on va foutre des croix en l'air, ça commence comme ça, et on va perturber les enterrements religieux. Ils vont trimballer un cercueil dans toute la ville de Mont-Solémine en faisant courir le curé Gauthier derrière. On va faire des chansons, on va écrire des lettres de menaces. D'ailleurs, on va écouter en audio la lettre de menace au curé Gauthier. Citoyen curé Gauthier, nous avons qu'un mot à te dire. C'est que dans le délai de 48 heures, si tu es toujours dans ton écurie, nous se chargerons de ton affaire. Il y a assez longtemps que tu nous pèses dessus les bras. Il y a autant que de nous débarrasses. Quand tu es venu ici, tu t'es vanté que tu voulais que tout le monde vienne faire la dinde au derrière de tes trousses, te lécher les crottes de ton sale cul. Mais voilà bientôt que l'on te tient. Prends bien garde à ta tête de cochon. On pourrait bien te la sortir avec quelques plombs. Va, sale curé, avec toute ta clique, ainsi que tes compagnons buveurs de sang de nos frères. Tu t'en rappelles bien quand tu faisais détruire nos frères, mères, enfants. Souviens-toi encore que nous sommes ni deux, nous sommes assez nombreux pour venger maintenant le sang de nos frères. Va-t'en vite, y a rien que temps. Si tu ne veux pas être haché et broyé, je ne peux pas en mettre plus long. Y en pleure de rage que je vois que je te tiens pas dans ce moment-ci. Voici notre signature, bande noire. Et on a là la première revendication de la bande noire, écrite. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'il se nomme bande noire, il signe bande noire, c'est la revendication de la bande noire. Ce qu'on a à l'écran, c'est la fin de la lettre, avec un dessin d'ailleurs du curé Gauthier. Voilà ton portrait, vieux buveur d'eau bénite et de blanc, vieux mangeur de blanc de crapio, vieux cochon, vieux sale. Voilà, le refrain qu'on a utilisé hier dans les bois, ça sonnait bien, c'était pas mal. Et donc c'est la première signature. Ils reprennent en fait à leur compte, ils renversent, parce que le premier à appeler ça la bande noire, c'est le lieutenant de gendarmerie Mout. C'est lui qui a qualifié les réunions secrètes de bande noire. Et là ils le reprennent à leur compte, et c'est nous la bande noire, voilà, curé Gauthier, lettre de menace. Voilà. On est à ce moment-là. Et là, 1881, c'est cette année-là, où commence à s'afficher vers les puits de mine, à l'entrée des puits de mine, des affiches de ce type, contre les employés de l'administration de Monceau. Depuis longtemps déjà, vous poursuivez injustement la liberté du citoyen. On a encore quelque chose de très républicain, que vous opprimez plus qu'avant 93. Même chose, mais ces choses ont un terme, le comité secret de l'Union sociale internationale. On ne sait pas trop ce que c'est bon, voilà, a juré de se venger par tous les moyens en son pouvoir. Union et force, gloire à la République. On dirait un tract gilet jaune. Union et force, voilà. Quelque part, voilà. Donc, tout ça s'accumule et commence vraiment à tendre la situation, d'autant qu'à Lyon, pas loin, à l'époque, Monceau était très tourné vers Lyon, au niveau militant. Et c'est monté un journal qui s'appelle Le Droit Social. Il existe depuis 81 et il était l'organe de la Fédération de l'Est du Parti ouvrier au départ. Et à l'intérieur, beaucoup d'anarchistes lyonnais ont un peu renversé la majorité, ont pris les rênes du droit social et vont le changer en étendard révolutionnaire. Le droit social, c'est ça. Tout le monde se rappelle les massacre de la Ricamarie en 1869, si je ne m'abuse, je peux peut-être faire une erreur là, ou une manifestation de mineurs réprimée dans le sang. Et là, c'est le droit social de 1882 qui va en fait passer de... Alors on a un sous-titre, c'est organe socialiste révolutionnaire, et qui va se transformer en étendard révolutionnaire.
Alors l'étendard révolutionnaire, en fait, c'est un changement de titre du droit social, et en fait toute cette équipe va changer 7 fois de titre dans les années qui suivent, avec la répression, le gérant qui est emprisonné, etc. On change de titre pour recontinuer, et ça va s'appeler le drapeau noir. Enfin, on voit bien que l'hydre anarchiste, et à partir de l'étendard révolutionnaire, on passe à des journaux anarchistes. Voilà. Qui sont diffusés en masse sur le bassin à Monceau-les-Mines, par l'intermédiaire d'un Creusotin, Michaud, et d'un Moncelien voisin, qui sont les correspondants, qui étaient les correspondants du droit social, et qui vont devenir les correspondants de l'étendard révolutionnaire. Et comme la cocotte monte, ça chauffe ici à Monceau-les-Mines, ces journaux sont lus. C'est vrai qu'ils ne sont pas très instruits, mais parmi eux, certains savent lire et lisent aux autres. Et d'ailleurs, quand ça va exploser le 15 août 1882, avec l'émeute de la chapelle du Bois du Verne, on retrouvera l'étendard révolutionnaire sur la table de la réunion de la chambre syndicale du Bois du Verne. Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre à ce moment-là, d'ailleurs, de ton explication, parce que tu as parlé tout à l'heure de syndicalisme, tu as évoqué aussi tout le socialisme politique qui commençait à se développer, le parti ouvrier que tu as évoqué tout à l'heure. Là, maintenant, tu te mets à parler d'anarchisme. On a l'impression quand même qu'à cette époque-là, les frontières, qui sont des vraies frontières idéologiques maintenant, entre socialisme, anarchisme et syndicalisme n'étaient pas si marquées que ça, n'étaient pas si marquées qu'elles l'ont été par la suite. Alors, ce qu'il faudrait peut-être nous préciser, c'est qu'est-ce qu'il en était réellement à la fin du 19e, et puis est-ce qu'on peut être sûr que les militants qu'on évoque depuis tout à l'heure, ils ont bien la conscience de ces différents courants de pensée? Oui, la question est fondamentale. D'ailleurs, quand tu vois le sous-titre « L'étendard révolutionnaire », tu as « Organe anarchiste hebdomadaire ». On est passé de socialiste révolutionnaire à organe anarchiste hebdomadaire. Ce qui ne veut pas dire que l'anarchisme ne fait pas partie du socialisme. Là, cette distinction, elle n'y est pas encore entre... pour faire court, le problème qu'on a avec la définition de l'anarchisme, pour moi, après, je n'engage que moi là-dessus, mais avec les recherches que j'ai faites, et en même temps, c'est idéologique. Hein, j'ai jamais vu quelqu'un faire de l'histoire sans avoir une pensée, un angle, etc. Qu'on en trouve un autre et qu'on contredise, ça m'intéresse. Mais l'anarchisme à l'époque, en France, on parle bien, et en particulier dans ce triangle bassin minier, Monceau, Lyon, Saint-Étienne, c'est des militants qui sont dans le parti ouvrier depuis 1879, en particulier en 82, et qui sont en pleine construction idéologique. C'est pas défini, effectivement, la frontière n'est pas définie. Mais quand on voit la transformation sur Lyon, elle va influer sur Monceau-les-Mines énormément. C'est-à-dire que, surtout dans la jeunesse, voyant que les leaders de ces chambres syndicales sont plutôt timorés, la jeunesse plutôt impatiente, vers qui ils se tournent? Vers ceux qui prônent une insurrection, pour aller plus vite. Les conditions de travail sont épouvantables, on veut arriver à... On meurt avant 50 ans, voilà. En fait, ces jeunes, ils voient leurs parents mourir. C'est la première génération qui, après ce qui s'est passé la Commune, voit ses parents mourir. Simplement, ils veulent vivre, ces jeunes. Et ils ne veulent pas attendre le bonheur. Dans 30 ans, ils seront morts. Donc il y a un côté immédiat, et l'anarchisme répond à ça à l'époque, par ces journaux lyonnais. C'est en pleine construction, même dans le pays, en France. La Commune, on a dit... alors, si on pense que l'anarchisme est une philosophie, qu'elle remonte à Proudhon, etc., oui, c'est construit, c'est conscient. Non, dans la réalité de ces mineurs, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est dans la construction de l'anarchisme révolutionnaire. Ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire, avant, c'est un stigmate. Et anarchiste, celui qui veut le désordre. Voilà. À partir de là, ça devient un mode d'action plus qu'une identité, un mode d'action pour parvenir au socialisme révolutionnaire. On passe pas d'un journal qui s'appelle Socialisme révolutionnaire en un numéro à un journal qui s'appelle Anarchiste hebdomadaire.
sans qu'il y ait une liaison. Donc la liaison, elle y est. Elle y est, y compris dans les puits de mines. On verra dans les interrogatoires, d'ailleurs, des procès et tout ça, qu'ils se définissent comme membres de l'Internationale, comme carbonistes, comme les Italiens, comme certains comme anarchistes, d'autres comme socialistes. Herriot, qui était quand même dans un groupe anarchiste, il dit « je suis du parti ouvrier ». Au sens « je suis du parti des ouvriers ». Effectivement, tout ça est imbriqué parce que c'est pas encore séparé d'un point de vue organique. C'est au Congrès du Havre en 1880 que le Parti ouvrier va commencer il va durer qu'1 an en unité. Au départ, il y a tout le monde. Il y a des anarchistes, dont Paul Brousse. Il y a des marxistes purs et durs, des blanquistes et des socialistes mutuellistes. Tous ces gens sont dans le même parti. C'est après que ça se divise. Et en particulier au congrès qui va suivre l'émeute de la Chapelle, c'est-à-dire le congrès de Saint-Étienne en 1882, où les guédistes vont quitter le Parti ouvrier, mais où déjà, même si les anarchistes vont y participer en tant que spectateurs, ils en seront sortis déjà un petit peu avant, mais pas partout. Ça dépend des endroits. Il y a aussi un phénomène local, c'est-à-dire que dans un milieu comme Montceau-les-Mines, où tout le monde travaille au même endroit, la division, elle se fait pas comme ça. C'est des camarades, les gens dans le puits de mine. Il y a socialistes, pour eux, c'est la même chose. Faut comprendre ça, quoi. Et c'est un peu comme la situation espagnole. Alors là, on fait un bond très rapide. Au début du XXe siècle, ou à fin XIXe, à la fin de l'internationale, le socialisme en Espagne, c'était l'anarchisme. À un moment donné, à Montceau-les-Mines, on aurait pu aboutir à la situation comme ça, où le socialisme, c'est l'anarchisme. C'est-à-dire, c'est ceux qui représentaient le mieux la voie la plus rapide pour y parvenir. Donc l'anarchisme comme un outil et le socialisme comme une perspective. Alors on est loin, juste pour terminer, du être anarchiste. On n'est pas dans une secte. Je suis anarchiste, je me comporte comme ci ou comme ça. Non, c'est pas du tout ça. On est dans une perspective d'outil qui permet d'aboutir à une société. Le Parti ouvrier en France, ses premiers statuts, parlent de communisme libertaire. On doit parvenir au communisme libertaire. C'est le congrès du Havre de 80. Voilà. Alors, à la mi-82, on en arrive donc à ce fameux épisode que tu as évoqué là il y a quelques minutes, qui est donc la fameuse nuit du 15 au 16 août 82. Alors, est-ce que tu peux nous donner le contexte, les faits, la chronique de ce grand moment révolutionnaire dans le bassin minier? C'est un grand moment révolutionnaire. C'est le couvercle social qui saute, là. C'est carrément une émeute spontanée. Il n'y a pas de préparation de coups. Voilà. Il y a des réunions de chambres syndicales ce soir-là. Donc, quelques plus jeunes et quelques plus décidés vont faire un coup à la Chapelle. Voilà. Donc, ils se sont concertés, sûrement quelques jours avant, peut-être on ne sait pas combien de temps avant, pour faire un coup. Le 15 août, parce que le 15 août c'est férié, c'est la seule fête que reconnaît Chagot. Il ne reconnaît pas le 14 juillet, il reconnaît le 15 août, la Vierge, etc. Et donc dès le matin, il faut dire que tout le monde commence à picoler, et ils sont bien chauds dans la journée. Dès le soir, il y a les réunions de chambres syndicales. Et d'ailleurs, dans tous les comptes rendus, on verra que ils sont pas tous d'accord là-dessus, les dirigeants surtout pas, Bono, Vito, etc. Sauf la Santa Maria. C'est très important de voir cette chambre syndicale, qui est une scission d'une des deux autres, qui est une scission très récente à ce moment-là de la chambre syndicale de Blanzy. Pourquoi ? C'est un de son secrétaire, dont son nom m'échappe, peu importe, qui le raconte après dans les interrogatoires. Il dit qu'il est allé à une réunion il a été envoyé à une réunion avec Dumay, qui venait faire une réunion sur le bassin, parce qu'il ne savait pas ce qu'on faisait des cotisations. Et Dumay lui aurait répondu « Tu feras bien comme tu voudras ». Donc il est rentré, il a raconté ça, et ils ont créé la Santa Maria, c'est-à-dire ils sont sortis de la chambre de Blanzy, et parce qu'ils se disaient que le fric, ils savaient pas où il passait, quoi. Donc du coup, ceux-là sont déjà beaucoup plus radicaux.
Et ils ont une réunion ce soir-là, et c'est eux qui, en fait, vont être ils vont d'ailleurs prendre bien plus au procès que les autres, puisqu'ils cambriolent une armurerie, etc., dans la soirée. Et puis, ça part de plusieurs endroits, il y a une concertation. Hein, et on arrive à cette chapelle qu'on incendie, et on cherche à faire la peau au curé Gauthier, qu'on ne trouve pas, qui s'est réfugié, puis il a eu une information, donc il n'est pas là. Voilà, donc on le voit bien à l'écran, ça c'est la 1882 à gauche, alors on voit les coups de hache dans la porte, et le coup de dynamite qui est parti dans la rosace, qui était le signal de l'émeute, juste au-dessus. Alors bon, quand j'avais commencé ces recherches, j'étais passé te voir, Roger, juste après, j'étais allé prendre la photo de la chapelle, parce qu'elle existait encore, avant que le dernier membre de la bande noire, c'est-à-dire Didier Mathus, ne la fasse détruire. Donc... et ça avait été reconstruit. Vous voyez, on voit bien les escaliers aussi, hein, la reconstruction, et puis sous la petite partie, hein, sous la rosace, là, voilà. Donc j'ai pas pu résister. Hein. Là, c'est l'intérieur. L'intérieur, c'est pris par les forces de police quand ils viennent réprimer l'émeute. Donc on allait tous les bancs, ça a brûlé, hein, ça a brûlé des heures hein, quand même. Hein. Voilà, l'intérieur vue de droite. Là, j'ai pas pu résister non plus. C'était dans le journal de Saône-et-Loire, c'est quand elle a été démolie. Donc en 2013, je crois. Voilà. Puisqu'elle elle était dangereuse, hein, c'est ça, elle allait s'écrouler, quoi. Voilà. Donc, ben voilà, on en est là. Les ruines de la chapelle, c'est 2013. Répression, et on trouve des archives. On trouve les livrets de chambre syndicale. Alors ça, c'est les archives de justice du procès qui a eu lieu. Alors, il a eu lieu en 2 fois, vous verrez ça dans le livre. Hein. Et c'est le livret de Jean Viennet. Parce que lui, il l'a pas brûlé pendant l'émeute, il était sous. Et il a oublié de rentrer brûler son livret, et dans les perquisitions, chambre syndicale des travailleurs de Santa Maria, Jean Viennet, aux Alouettes, date d'inscription 1er juin. On est en août, hein, et on voit bien le numéro d'inscription, numéro 3. On voit bien qu'elle est jeune, cette chambre syndicale, c'est la scission de la chambre dont je parlais. Voilà. Donc cette répression, elle va amener un certain nombre de mineurs condamnés à des peines de prison, somme toute 2 ans, 5 ans, je crois, ça va guère plus loin. Et le mouvement va se restructurer. Mais il va se restructurer autrement parce que cette émeute, elle va être ralentie et même arrêtée par Vito et Bono, qui vont s'interposer en disant qu'on ne fait pas la révolution comme ça, etc. Voilà, et qu'il faut rentrer chez soi. Et chez les jeunes, ça ne va pas passer, ça. Voilà. Donc, il y a restructuration du mouvement à ce moment-là, et retour à la clandestinité dans les bois. Retour aussi dans des chambres syndicales, il va y avoir les deux en parallèle. Et entre les deux reconstructions, on a le congrès de 82 du Parti ouvrier, où les délégués montceliens ne peuvent pas aller puisqu'une partie est en prison. Et les premières chambres syndicales sont démantelées. Donc avant leur reconstruction en 83, il y a un vide. Voilà. Donc il y a une partie de la jeunesse qui part dans les bois et d'autres qui vont reconstruire les chambres syndicales, qui vont être plus nombreuses qu'avant. Mais qui vont là s'occuper surtout de mutualisme, comme au début, etc. Les plus jeunes ne seront plus dans les chambres syndicales. Ceux qui vont se remettre dans les groupes, qui vont constituer les premiers groupes anarchistes, clairement revendiqués anarchistes, ne seront plus dans les chambres syndicales, les plus actifs. Mais le fait d'être dans la bande noire, là, on est dans une deuxième époque. Hein. La première époque, c'est la bande noire chambre syndicale, avec sa mouvance un peu remuante. Et la deuxième époque, c'est les groupes anarchistes. Mais pour ce qui est des réunions clandestines, ça continue, y compris pour ceux qui sont dans les chambres syndicales. Donc en fait, la deuxième époque de la bande noire, c'est ce mélange. La troisième, pardon, je fais une bêtise, parce que la Marianne, c'est la première, hein, d'accord ? La troisième époque de la bande noire, ce sont
il y a plusieurs bandes noires en même temps, en fait, dans cette troisième époque. Les groupes anarchistes et la mouvance des chambres syndicales qui, aussi, reproduit encore les rituels d'admission. On jure sur un revolver dans les bois, on tire sur un traître, les yeux bandés, en fait, il n'y a personne, mais il faut être capable de tirer sur le traître. Pour bien montrer que si on est traître, voilà ce qui arrive. C'est y compris pour les adhérents de certaines chambres syndicales. Mais tout ça dans le dos des dirigeants, Bonneau, Vito qui est encore dirigeant de chambres syndicales et qui va prendre la suite de Jean-Baptiste Dumay, puisque Dumay va partir. Dumay va partir, débordé. C'est pour ça que je mets la tenaille en projection. Dumay, organe des travailleurs de la région de Saône-et-Loire, va partir, débordé par les émeutes, parce que les émeutes, il va les condamner. Il va condamner ces émeutes, et on va écouter d'ailleurs le récit de cette condamnation, puisque le journal La Tenaille, c'était le numéro 1 d'ailleurs, est bien commencé, le 20 août 1882, Dumay va écrire quasi une protestation, parce que Montaron, qui fait ce journal, habite Paris, à Belleville, là où il y a beaucoup de creusotins, déjà, qui étaient licenciés de Schneider, et qui, en fait, ce sont eux qui construisent ce journal, avec comme correspondant local Dumay. Et on va y comprendre pourquoi ils condamnent. Mon cher Montaron, la nuit dernière, à Montceau-les-Mines, une trentaine d'anarchistes ont mis le feu à la chapelle de Chagot et cherché, dit-on, à fusiller le curé. Un ami est venu de là-bas exprès m'instruire de cette affaire. On expédie troupes et gendarmes. Le mouvement sera vite anéanti et suivi d'une réaction dont tout le bassin houillé souffrira. Les bourgeois de toutes couleurs me mettent cette affaire sur le dos et la presse réactionnaire va faire chorus. Je me transporterai néanmoins sur les lieux si l'affaire devient grave. Je trouve toutefois qu'elle est insensée. À vous et à la Révolution. Dumay. Donc on a la réponse après une réponse, celle qui est comme ça a été publié, parce que Montaron fait pas gaffe, il publie dans La Tenaille le texte de Dumay. Du coup, l'étendard révolutionnaire, le journal anarchiste lyonnais, tombe là-dessus et écrit ça. Mais que, par hasard, il surgisse une occasion où il faut faire acte de révolutionnaire, donner des gages et assumer des responsabilités. Alors, c'est toute une autre affaire. L'insurgé de la veille s'empresse de renier les principes dont il faisait tant de fracas. Et sous sa peau de faux frère, où l'odeur de la poudre fait courir un frisson de chair de poule, reparaît le poltron quand ce n'est pas le délateur. Les troubles de Montceau-les-Mines viennent de nous donner une édition nouvelle de cette éternelle histoire des intrigants. Il s'agit du citoyen Dumay, l'ex-chef de la commune du Creusot. Bon, là, c'est clair. La division, elle commence à prendre forme. Alors, en plus, Dumay, pendant le procès, va être... bien sûr que la réaction, elle a envie de mettre tout le monde dans le même paquet, démanteler les chambres syndicales. Chagot, il serait bien content que tout ça disparaisse. Et que Dumay, par la même occasion, voilà. Donc, il est interrogé, lui, quand même, à Paris, parce qu'il s'est réfugié à Charenton-le-Pont, par le commissaire de Charenton-le-Pont, au moment du procès. Il ne sera pas, même comme témoin, même un des avocats des inculpés, des insurgés de 82, demandera que Dumay vienne témoigner. Mais le juge et le procureur ne donneront pas suite à ce procès, d'ailleurs, qui va se dérouler en 2 parties. Et donc, on n'aura pas l'avis de Dumay au procès, etc. Mais on retrouve, et ça je l'ai trouvé à Lyon, aux archives de Lyon, les courriers que Dumay envoyait dans le cadre des chambres syndicales, qu'il envoyait à Bonneau, à Antoine Bonneau. Et il y a un courrier très intéressant qui, on en parlera peut-être plus tard parce qu'il faut avancer un peu dans la chronologie, parle du grand soir, de cette mythologie du grand soir. Le courrier parle pas de ça, mais il dit le grand jour. Et par contre, au tribunal, on va interroger Bonneau sur ce courrier qu'il a reçu en 1881 de Dumay,
le grand jour s'approche. Qu'est-ce que ça veut dire ? On verra le rapport avec le grand soir tout à l'heure. Et donc du coup, on est à cette époque où, voilà, congrès de 82 fini, scission du mouvement, groupe anarchiste. Groupe anarchiste, c'est pas pour simplement lire la presse dans les bois. Hein. On cherche de la dynamite. Et c'est là où on va avoir 1 an et demi de nuits, on peut appeler ça des nuits bleues par anachronisme, un peu comme faisaient les Corses, d'explosions dans tout le bassin minier, où on va élargir la cible, c'est-à-dire on va passer d'attaques contre les croix, les reposoirs religieux, les chapelles, ça va continuer, mais aussi les domiciles des ingénieurs et des marqueurs de la mine, de la compagnie des mines. Bon, ça c'est un peu pour faire le décor, c'est ce qu'on trouve dans les archives, c'est les engins que fabriquaient tous ces jeunes dans les bois, avec de la dynamite. Ça c'est ce qu'on appelait le tube de... C'est un expert, alors la justice, son dossier d'instruction est énorme, vous comprenez bien que il payait des experts en explosifs, etc., pour... décrypter un petit peu, voilà, parce qu'il y a des engins qui n'ont pas explosé. Ça, c'était posé devant la chapelle du Magny, il n'a pas explosé celui-là. On l'appelle le tube de Dessolin, du nom du jeune Dessolin qui avait 17 ans, parce que c'était l'artificier du groupe 200 Vignes. Voilà, du groupe anarchiste 200 Vignes. Alors, bon, il y a tout, il y a des boulons, enfin bon, c'est des charges incroyables. On se demande comment ils ont pu ne pas se faire sauter eux-mêmes avec des trucs pareils. Et dedans, il y avait les cartouches de dynamite, voilà, en grappe, avec de quoi les faire détonner, hein, et des mèches, alors qui étaient très longues, de manière à pas faire sauter avec. Et on faisait ces coups en charentaise, en chaussons, en souliers, c'était très rare parce qu'on n'en avait pas, et surtout pas en sabots parce que ça fait du bruit la nuit. Voilà, pour pas être repéré. Mais qui était visé par ces envolées et Alors, ces menaces ? il y a eu plusieurs ingénieurs. D'ailleurs, ça a semé la terreur dans l'encadrement des mines. Michalowski, je chercherai les noms dans le livre, après ça alourdit, enfin, plusieurs ingénieurs, etc. L'administration de la mine, et puis les bâtiments religieux. Voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, d'ailleurs, c'est peut-être le moment que vous nous expliquiez, parce que bon, on a été dans la salle plusieurs à faire la remarque quand on a vu arriver le livre d'Yves, dont je vous ai donné le titre tout à l'heure. Hein, il est sous-titré « La propagande par le fait ». Et moi, je pense que je suis pas le seul à m'être un peu interrogé sur ce que voulait dire cette formule-là, que j'avais un peu de mal à comprendre et à saisir. Alors, ça m'a amené, moi, personnellement, à regarder un petit peu ce qui paraissait dans les résolutions des congrès de l'Internationale de cette époque-là. Et j'avais trouvé une phrase qu'on relève dans l'ouvrage de Métron, le fameux Métron dont nous parlons souvent dans notre IHS, hein, une phrase qui dit que à ce moment-là, le congrès de l'Internationale en 80 à Londres a théorisé cette doctrine en disant la propagande par le fait, c'est porter l'action sur le terrain de l'illégalité qui est la seule voie menant à la révolution. Alors c'est une formule qui peut nous choquer, enfin nous interpeller un peu dans notre monde moderne, mais est-ce que vous pouvez nous donner des précisions, des détails sur cette affaire ? Ça remonte en fait un petit peu avant, 1877, dans l'internationale anti-autoritaire dont je parlais tout à l'heure, qui s'est constituée en Suisse dans la Fédération jurassienne. Elle a disparu en 1878, mais en 1877, en Italie, il y a une insurrection montée par, entre autres, Costa, Malatesta, qui sont des anarchistes italiens, qui pensent que le fait, l'exemple, doit montrer la voie. C'est-à-dire qu'on a assez écrit, c'est ce que disait Bakounine avant sa mort l'année précédente, il parle qu'on a assez écrit, maintenant il faut passer aux faits. Hein, Bakounine, révolutionnaire russe, anarchiste, théoricien, premier théoricien de l'anarchisme révolutionnaire. C'est pas proudhonien, hein, pas mutualiste. Et donc ce sont ces Italiens qui vont essayer de faire un coup, ils vont essayer de prendre un village entier avec les armes pour montrer, pour faire un exemple, on pourrait dire presque un coup médiatique sans les réseaux sociaux,
de manière à montrer vers où va la voie, avoir un fait détonnant qui engage, qui donne l'exemple et qui permet à d'autres de le faire, c'est-à-dire multiplier ce genre d'insurrection pour arriver à une insurrection générale sur tout le territoire. Ça, c'est le début. C'est pas encore la théorisation de ce que tu parles de la propagande par le fait. Ça vient tout de suite après, parce que dans l'exil, il y a aussi d'autres gens comme Paul Brousse, qu'on va retrouver, qui est un ancien, enfin à l'époque anarchiste encore, dans l'exil, communard, le médecin Paul Brousse, vous savez, il y a des hôpitaux, Paul Brousse, qui va devenir le secrétaire du Parti ouvrier en France, dont fera partie Dumay d'ailleurs, etc., et qui va devenir réformiste, possibiliste, les années suivantes, mais qui sera le seul à soutenir l'émeute de 82, dans le Prolétaire, le journal du parti, en disant qu'il le fait en son nom personnel et qu'il n'engage pas celui du parti. Tout en disant que lui, maintenant, pense que le fait, la propagande par le fait insurrectionnel doit laisser la place à la propagande par le fait légal. Et effectivement, quand Kropotkin reprend ça au Congrès, parce que c'est Kropotkin qui amène cette idée du poignard, de l'illégalité, Brousse sent que ça risque, lui dit lui-même que sur des âmes simples, ce genre de procédé risque de faire des dégâts. Donc, il contredit en disant la propagande par le fait légal, qui peut être la solidarité, le mutualisme, la coopérative, voilà, des choses, en fait, tout simplement non violentes. Hein. On voit bien que le clivage, il est sur la violence, là. Voilà. D'ailleurs, il le dit comme ça. Hein. Il dit la propagande par le fait, un puissant moyen de réveiller la conscience populaire. C'est juste. Pour lui, c'est surtout ça. Éducationniste, déjà. Voilà. Donc, en même temps, en disant ça, il recule. Pour des prolétaires impatients, il recule la date de la Révolution. C'est-à-dire, on va s'éduquer longtemps. Voilà. Donc, ce n'est pas pour toi, la Révolution. Elle est pour ton fils, même pas. Pour ton petit-fils, tu vois. Et ta petite-fille. Voilà. Et bon, du coup, pour les plus impatients, c'est surtout ça qui compte. Il faut marquer par le fait insurrectionnel, c'est ça, la propagande par le fait, faire de la propagande par l'action. Voilà. Après, ça donnera l'action directe, voilà, dans les syndicats. Alors j'imagine bien que Chagot, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le propriétaire de la mine où travaillent ceux qu'on soupçonne d'être les porteurs de dynamite à La Chapelle, j'imagine bien que Chagot, il n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe. Je crois qu'on doit avoir un petit morceau d'audio qui doit nous relater ce que Chagot en pense à ce moment-là. On n'aura pas le morceau de Chagot, mais on aura celui de François Juillet au procès de 82, parce qu'on en a pas, si on en a parlé, les rituels d'admission dans la bande noire. Et je cherchais le nom tout à l'heure du leader de la Santa Maria, c'était François Juillet. Donc je dirai quelques mots juste après. Il y a eu 1 an, au mois de juin, 2 individus de Blanzy, dont je ne sais pas les noms, m'ont accompagné jusqu'à l'entrée du bois du Plessis. Là, ils m'ont bandé les yeux et ils m'ont conduit dans le bois. Au bout d'un certain temps, quelqu'un m'a arrêté, m'a demandé où j'allais. Puis il m'a posé cette question, à savoir où je courrais si je voyais la République dépérir ou la maison de mon père en feu. J'ai répondu que j'irais au secours de mon père. Alors, il m'a dit que je ne valais rien. L'on m'a fait encore marcher, puis on m'a fait tirer un coup de revolver sur un homme. J'avais peur, je tremblais en ce moment. Je ne sais ce qu'on m'a dit. Ils m'ont trimballé pendant plus d'1 heure. Enfin, on m'a fait jurer sur un revolver que je ne trahirais pas le secret de la société. Voilà, François Juillet, il sera condamné à 2 ans, il sera libéré en 84, avec Viennet et d'autres. D'ailleurs, la photo de la couverture du livre, ce sont les 4 libérés de 84. Et il aura une vie d'errance. Bien sûr, tricard à la mine de Monceau, donc il travaillera dans la région de Saint-Étienne. J'ai retrouvé son dossier de surveillance de police des années qui suivent
dans les archives de la Loire, et ils vont perdre sa trace. En 1902, terminé, la police le perd. D'ailleurs, elle dit, parce qu'il y a une surveillance nationale avec les attentats individualistes, que l'histoire qu'on connaît un peu plus, qu'on connaît plus que celle-ci, de la propagande par le fait, c'est Ravachol, Vaillant, la bombe à l'Assemblée nationale, tous ces attentats faits par une seule personne, l'assassinat du président Sadi Carnot, etc. Donc il y aura des consignes pour surveiller tous les anciens des groupes anarchistes dont j'en parlais précédemment, si bien que même d'anciens de ces groupes, comme Léonard Logerette, sera condamné pour apologie du terrorisme, parce qu'un soir de beuverie, il aura chanté que le poignard, à la suite de l'assassinat de Sadi Carnot, devant l'école publique, je ne sais plus laquelle, à Monceau, où habitaient des instituteurs publics au-dessus, que vive Ravachol, vive Caserio, qui avait assassiné, et que le poignard, voilà l'arme la plus utile. Il fera 2 ans supplémentaires, avec les lois scélérates, hein, qui seront votées pour justement casser le mouvement social et aussi toute la mouvance anarchiste. Donc, voilà, on arrive à ces attentats, etc. Mais ces nuits bleues, elles se multiplient. On sent bien que le pouvoir est très impatient, et ils vont nommer un commissaire spécial, Thévenin, dont on a parlé dans l'atelier d'archives, justement, en fin 83, pour essayer de mettre fin à tous ces attentats. Et Thévenin va galérer plus d'1 an, avec l'aide du lieutenant Mout, à courir dans les bois, etc. Et il va finir par l'intermédiaire d'un mineur qui a des choses à se reprocher, d'un point de vue légal, c'est-à-dire une loterie clandestine, à infiltrer un des groupes, le groupe des Alouettes. Brenin, il s'appelle comme ça, sera le Claude Brenin sera l'infiltré et va carrément monter un attentat, une souricière, que le jeune Jean Geslav va être chargé qui lui croit que c'est vraiment un attentat comme les autres qu'il a fait précédemment. Et ce croyant trahi, enfin il l'est de toute façon par Brenin, il va vendre son groupe. Et de fil en aiguille, etc., les arrestations vont se multiplier. On va arriver jusqu'au deuxième procès de 1885, qui lui va être beaucoup plus dur, puisque toute cette dynamite utilisée vient de la fracture de la poudrière de Percy en juillet 84, qu'avec toute cette 45 kilos quand même, et que non seulement des bâtiments ont été visés, mais des personnes. Hein. Donc les ingénieurs, etc., dont tu parlais. Et donc du coup, les condamnations vont être bien plus lourdes. D'autant qu'on est, en mai 1885, en plein, c'est l'enterrement de Victor Hugo. Même l'avocat, un des avocats, Laguerre, qui était l'avocat de beaucoup d'anarchistes de ces années-là, d'ailleurs ils n'aimaient pas trop l'avoir comme défenseur, mais comme ils n'avaient pas d'argent, comme ils n'avaient pas d'argent, ils faisaient comme ils pouvaient, et Laguerre défendait gratuitement. D'opportunistes qui voulaient être députés, etc. Et par contre, il était connu pour celui qui a fait condamner le plus d'anarchistes, tellement il était mauvais. Et le jour de l'ouverture du procès de Châlons, en mai 85, Laguerre n'est pas là, parce qu'il y a l'enterrement de Victor Hugo. Alors il fallait faire un peu de posture là-haut, et il n'est pas descendu. Il est descendu qu'après. C'était déjà pas trop sérieux. Et donc du coup, il y a quand même trois de ces mineurs qui vont se retrouver au bagne, hein, jamais revenir d'ailleurs. On lire les détails. Et le mouvement va péricliter là. Péricliter, et on va aboutir à une situation, là où on a le plan, c'est le plan de l'attentat fatal, hein, la souricière. Voilà, c'est au quartier des Alouettes, contre l'ingénieur Étienne, qui était un ancien venu avec la répression, qui était devenu un employé de la mine, et dont la maison existe encore, aux Alouettes. Et c'est l'attentat qui va faire arrêter Geslav, et après, les arrestations vont suivre. Voilà. En prison, ils reçoivent encore la presse anarchiste. On voit là
l'adresse, Charles Lauvernier, qui était membre d'un groupe anarchiste, le groupe de Sanvignes. Il y a son adresse et tout. Moi, j'ai retrouvé des paquets de journaux qui n'ont pas été ouverts, bien sûr, ils ne leur distribuaient pas toujours, des fois oui, et qui sont quasi neufs maintenant, parce que c'est des paquets de 20 quand même. Et donc, il y a allez, on va dire les 10 au centre, ils sont nickel, sortis de l'imprimerie hier. Ils recevaient le Révolté, organe communiste anarchiste imprimé à Genève, qui va les soutenir. On a le plan de l'attentat de Monceau. Alors, c'est l'attentat qui va être le plus connu. Parce que, bah oui, c'est celui qui provoque les arrestations. En plus, il y a cette histoire d'infiltration. Donc, avec cet attentat, ça va servir aussi d'alibi à tous les complotistes pour nous dire que toute l'histoire de la bande noire, depuis les reposoirs, depuis 81, 82, voilà, bah, c'était en fait des gens payés par les flics qui étaient là pour que la répression s'enclenche et que le mouvement socialiste soit réduit à néant. On voit bien que l'infiltration, elle a duré 15 jours quand on cherche, et elle est à la fin. Et l'œuvre d'un mineur qu'on a embauché, il va recevoir une somme, hein, voilà. Il va finir d'ailleurs agent de police à Alger, Brenin, après avoir fait quand même 2 ans de tôle, parce que le commissaire va devenir fou. Roger a écrit un article très intéressant là-dessus, l'étrange folie du commissaire Thévenin, dans la Physiophile. Thévenin va devenir fou et il va mourir à Bourg-en-Bresse, à les îles d'Aliénés, avant le procès. Ce qui va bien embêter Brenin, parce que lui, il dit qu'il est payé, mais il n'a personne pour confirmer, à part dans les interrogatoires, où ceci est confirmé. Mais il y a une différence entre tous ces interrogatoires, l'instruction, etc., et ce qui arrive au procès. Ils n'ont pas fait... Il y avait 32 personnes, je crois, inculpées. Il y a eu 22 acquittés. Tout n'était pas... il y avait trop d'attentats, voilà, pour le juge. Donc ils ont retenu le vol à Percy, l'attentat le dernier, celui de la chapelle du Magny qui a réussi une fois, et les attentats contre les ingénieurs. Et après, ils ont arrêté là. Et ça fait quand même 3000 documents, si vous voulez. Donc bon, vraiment, il fallait... Le but était de faire un exemple pour casser. Et du côté de Chagot, après, ça a été la répression infernale et une police politique qui va se monter et qui va être terrible jusqu'à 1899, la Grande Grève, hein, les choses qu'on connaît. Ça, c'est les comptes rendus de procès, on les trouve. Et ça, c'est la fiche d'Émile Herriot, qui était déjà en grève en 1878 et qui sera... dans l'attentat, le dernier attentat, un des organisateurs de lui, pas comme infiltré, comme véritable organisateur, mais il a cru Brenin, et il lui a fait confiance, et parce qu'il a fait une tentative d'évasion au bagne, là on voit c'est évasion, il est condamné à 50 plus de travaux forcés. Et en fait, Herriot, il refera sa vie en Australie, puisque son avocat, Millerand, qui était quand même meilleur que la guerre, mais deviendra un bon, comment on peut dire ça, social traître. Hein, mais bon, il était au pouvoir, il était dans un ministère, il a réussi à le faire sortir du bagne et qu'il aille en Nouvelle-Calédonie, quoi. Voilà. Il n'est pas rentré, malgré que bien que sa famille souhaitait qu'il rentre, bien sûr, ça fait un salaire. Mais il est resté en Australie. Voilà. Là, on a le plan de tout ça. On va écouter quand même en prison une lettre, moi, que je trouve extrêmement touchante. C'est celle de Claude Martin. Claude Martin, il est là aussi depuis le début, comme Herriot. Pas sur la grève de 78, mais dès l'insurrection de 82. Très jeune. C'est le copain de Léonard Logerette, dont je parlais, celui qui a été recondamné dans les années 90. Eux, c'était un micro-groupuscule, ils étaient 2. Hein, voilà. Ils faisaient confiance à très peu de gens autour. Ils avaient des contacts, etc. Ils ont fait transférer la dynamite, et ils ont fait quelques coups. Et Claude Martin est emprisonné, et il a sa copine à l'extérieur. Et une de ses lettres a été retrouvée, enfin bien sûr parce qu'elle est prise par l'administration. Donc Glady n'a jamais reçu cette lettre, qu'on va écouter là. Lettre de l'inculpé Claude Martin à Glady, prison de Chalon-sur-Saône, 17 janvier 1885. Ma chère Glady, je m'empresse de te faire parvenir ces 2 mots de lettre pour te faire savoir de mes nouvelles qui ne sont pas très bonnes pour moi.
J'espère que les tiennes seront meilleures, car notre affaire prend mauvaise tournure, car l'évidence m'écrasait, et j'ai été obligé d'avouer que l'on m'avait donné de la dynamite provenant de Percy-les-Forges. Mais par bonheur qu'elle n'a pas été employée aucune part, mais comme elle provenait du vol de Percy-les-Forges, je suis compromis dans l'affaire. Mais par bonheur, je n'en ai donné à personne. Je n'ai pas fait comme il y en a parmi nous qui ont fait des faux pour en faire arrêter. Moi, je l'avais bien et j'en ai jamais parlé à personne. Mais ça ne fait rien. Comme ça va, pour sûr, je vais subir une condamnation pour ma récompense. Mais être au bagne industriel ou au bagne gouvernemental, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Quand je serai de retour, ce n'est pas ça qui va me faire baisser pavillon. Je serai si fier après qu'avant, car je n'ai fait de mal à personne. Et je ne pense pas que ça ralentisse nos amitiés. Mais pourquoi ferais-tu ces différences et pourquoi chercherais-tu qui tu es et qui je suis? Moi, je ne vois qu'une chose, c'est que je t'aime, et que ma plus grande joie serait d'être aimé de toi. Mais écoute, cher Gladys, oui, c'est bien que c'est presque folie à moi de t'aimer et de vouloir que tu m'aimes, mais tu l'as dit, je peux le redire entre nous. Oui, en tout, tu es digne d'être aimé. Oh, ça n'est pas aujourd'hui que je me suis aperçu de tout ça. Ça n'est pas aujourd'hui non plus que je me suis senti de l'amour pour toi. Enfin, cher Gladys, peut-être que ma captivité ne sera pas longue. À mon retour, je te promets de garder ma fidélité. Tu peux compter sur moi comme je compte sur toi. Enfin, cher Gladys, c'est tout ce que j'ai à te dire pour le moment. Bien des compliments à la Francine, ainsi qu'à la reine, et au Pierre Lavaux et à sa femme. Je termine ma lettre en t'embrassant de tout mon cœur, et en attendant le plaisir de te revoir. Je suis pour la vie, ton amant qui t'aime. On sait aussi que la Gladys, elle l'a pas forcément attendu. Certain, alors, oui, c'est certain. Peut-être avant qu'on vous passe la parole, parce qu'on va vous donner, avant de conclure tout à l'heure, on vous donnera le micro pour que vous puissiez éventuellement poser des questions et puis demander des précisions et des détails sur un certain nombre de points qui vous ont peut-être paru ou qu'on a peut-être trop survolé. Vous avez à l'écran une photo qui est une des plus célèbres quand même sur cet épisode de la Bande Noire, qui est une photo qui a été prise au moment où 4 des condamnés de 82, donc le premier épisode le plus important, le plus fort qu'on a évoqué tout à l'heure, l'épisode de La Chapelle, du Bois du Verne. Cette photo, elle est récurrente, on la trouve un peu partout sur Internet, vous allez la trouver de manière un peu systématique. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2 mots et puis nous expliquer quel est le parcours de celui qui est en haut à gauche, parce qu'il me semble que celui-là, on en a retrouvé quelques traces, même dans un certain nombre de familles, dans une famille du bassin minier. Alors, je ne voudrais pas me tromper, Roger, il faudrait que tu me confirmes. On a Viennet en bas, on a De Maisple au centre, il me semble, et gauche-droite, il y a De Villars et Garnier. Et je ne sais plus si Garnier est à droite ou à gauche. Ah, c'est lui, c'est le grand, là. Voilà. Voilà, c'était une Garnier. Alors, c'était un des plus résolus en 82. Il était membre de la Santa Maria. D'ailleurs, tous, là. C'est la base de la Santa Maria. Juillet n'a pas été photographié. Je pense qu'il y a eu scission, là. Il n'a pas voulu. Et ils ont voulu faire cette photo eux-mêmes. Hein. Et de suite, comme ils étaient surveillés, il y a un rapport de police, d'ailleurs, qui explique qu'ils sont allés chercher, c'est pour ça qu'on trouve cette photo, d'ailleurs, dans les archives de police, et qui est allé chercher un tirage chez le photographe. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est marqué sur le panneau. Alors, Yves, tu peux peut-être le lire. Liberté, égalité, justice, victime de la République bourgeoise, 1882. On retrouve liberté, égalité, justice, si vous avez remarqué dans les titres de presse, y compris organismes socialistes révolutionnaires, il y avait liberté, égalité, justice, dans toute la presse anarchiste aussi, et on retrouve, j'avais compulsé le dossier d'Hério, Émile Herriot, au bagne, il avait tatoué liberté, égalité, justice sur son torse, comme ça. Voilà. C'est donc les signes étaient distinctifs. Alors Garnier, oui, parce qu'il a fait... c'est Roger qui m'avait raconté ça, d'ailleurs. Il fait partie d'une famille dont les descendants étaient communistes et tenait un café. Alors l'autre, il est moins drôle, complètement à droite, parce qu'il a fait partie, on peut en parler, de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est De Villars, et quelques-uns vont le faire.
vont se retrouver d'ailleurs, puisqu'ils étaient dans une misère, ils n'étaient pas réembauchés, etc., des cibles faciles. Et ils ont fait partie de la triste bande à patins, qui sera la police politique de Chagos pour réprimer après tout ce mouvement. Voilà. Oui, c'est quelque chose qu'on entend dire souvent là, dans le bassin minier, et puis j'ai quand même le souvenir, quand on y avait travaillé il y a une vingtaine d'années à la Mérangueule, que oui, souvent on entendait dire qu'une bonne partie des membres des bandes noires, des bandes noires avaient souvent mal tourné, parce qu'on en retrouve effectivement quelques-uns dans les effectifs de cette fameuse bande à patins, qu'on a aussi décrit aussi par ailleurs, qui a aussi une histoire à raconter bien évidemment, la fameuse milice de Léonce Chagos. Alors bon, est-ce qu'on est sur le fantasme, sur le mythe? Qu'est-ce qu'on peut en dire précisément quand même? C'est toujours pareil, c'est comme l'histoire de l'infiltration policière. Il y a infiltration policière, elle existe, mais elle n'est pas de 6 ans, elle est de 15 jours. Il y a des anciens membres de la bande noire qui se retrouvent dans la milice patronale, mais pas toute la bande noire. La bande noire, Brenin avait quand même pas mal travaillé en 15 jours, vu qu'il était quand même adhérent d'une chambre syndicale. Il estimait que, avec la mouvance, ça faisait 800 à 1500 personnes. Mais là-dedans, c'est les réunions clandestines des syndiqués, des gens qui vont aux réunions mais qui font rien, et puis une minorité qui n'est pas dans les chambres syndicales, qui sont les groupes anarchistes, et qui eux, on les retrouvera nulle part dans les listes de la bande à patins. C'est-à-dire ceux qu'on retrouve qui ont fait partie de l'émeute de 82, qui était massive, c'était 200 à 300 mineurs dehors. Certains estiment à 500, je sais pas, c'est à peu près. Mais c'est quand même énorme. Et donc, sur cela, vous en avez quelques-uns qui vont se retrouver dans la bande à patins, c'est-à-dire dans la police patronale. Mais ça va servir d'alibi pour décrédibiliser l'ensemble. Alors qu'aucun membre des groupes anarchistes ne se trouve là-dedans. Et on va dire anarchiste égale flic. Anarchiste égale de la même manière qu'on a dit que les attentats étaient l'œuvre des flics, alors qu'il n'y a que 15 jours, il y en a un, le dernier bien sûr, d'infiltration policière. Voilà. Alors, avant qu'on conclue cette conférence, je redonnerai la parole tout à l'heure à Yves pour nous donner ce qui peut tirer comme leçon de ces épisodes-là sur le bassin minier et puis plus largement nationalement. On va prendre le temps peut-être de vous proposer de venir nous interroger, ou tu as un micro à faire passer, donc il y a un micro qui va circuler. Si vous avez des questions à poser, bien sûr, des demandes de précision, comme je le disais tout à l'heure, c'est le moment, on va prendre le temps qu'il faut pour répondre à ça. S'il y en a qui veulent se déplacer aussi ici pour venir poser leurs questions en pleine lumière, on peut aussi procéder de cette façon-là. Alors, moi, je vais peut-être quand même ressolliciter Roger, parce que Roger Marchandeau, qui est parmi nous, qui nous a fait l'honneur de venir participer à nos travaux cet après-midi, puis d'être présent ce soir à la conférence. Bon, Roger Marchandeau, dont certains d'entre vous connaissent les travaux qu'on peut trouver dans les publications de la Physiophile, il est quand même, il faut bien le dire, pour ce qui nous concerne, nous, sur le bassin minier, le support de la plupart des travaux qu'on fait. Quand on recherche quelque chose sur l'histoire sociale contemporaine, on sait qu'il faut aller chercher dans les travaux de Roger pour trouver les références, le travail, la réflexion, les analyses, les archives, enfin les points sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer. Alors, on peut peut-être reproposer le micro à Roger. Voilà, il est là au milieu. Pour qu'il nous explique ce qu'il avait découvert. Alors peut-être que je me trompe en le disant, mais je crois pas. Il me semble que ça a été un des premiers qui avait compris que, en fait, dans toute cette affaire-là, toute cette histoire, il ne s'agissait pas de la bande noire, mais plutôt
plutôt des bandes noires. Et j'ai le souvenir quand même que tu as rédigé un article dans la Physiophile où justement tu expliques cette succession de bandes noires qui parfois n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, ce qui nous a démontré un peu ce soir. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Roger ? Oui, bon, en ce qui concerne une précision, tout d'abord, c'est l'ingénieur Chevalier qui a été plastiqué 2 fois à Bel Air. Bien, ceci étant dit, oui, j'ai dit les bandes noires parce que effectivement, mais tu l'as bien indiqué dans la conférence, c'est en général bon, il y avait des gens, des jeunes là, qui pouvaient faire partie aussi bien des chambres syndicales, du parti ouvrier et de rien du tout. Hein. Alors, ou qui pouvaient faire partie de 2 ou de 3 mouvances. Ceci étant, bon, les bandes noires, il y a aussi plusieurs groupes qui circulent dans le bassin minier, qui n'ont pas forcément de lien entre eux, ou qui ont des liens pour se passer la dynamite. Hein. Notamment, bon, il y a le groupe des 37 de Percy, il y a ceux du Magny, enfin, il y en a un peu partout. Hein. Ce que je voulais dire aussi, c'est que un repenti célèbre qui a fait partie de la bande à patins, c'est Dessolin. Hein. Dessolin, qui est du Magny, qui avait mis la dynamite à la chapelle du Magny. Donc, voilà. Dessolin était dans la bande à patins ? Oui, Dessolin était dans la bande à patins. Il a même été, bon, quelques années plus tard, il a même été pris à partie par l'Union républicaine. C'est pas Millet dont tu parles plutôt ? Non, c'est Dessolin. Parce que les frères oui, parce que les frères Miguet, oui. Les frères Miguet étaient parce que Dessolin, celui qui a fabriqué le tube, là, il a été fondateur du syndicat jaune, après. Moi, je l'indique après dans le bouquin. Dessolin, oui. Eh bien oui, donc oui. Ça pouvait très bien coller. Hein. Oui, ça colle, oui. C'était une évolution assez logique. C'est raccord, comme on dit. Oui, les Miguet des Alouettes, qui étaient des affreux, d'ailleurs. D'autres commentaires ou d'autres demandes de précision ? Ah oui, on voit un doigt qui se lève là-bas. Oui, tout bêtement, qu'est-ce qu'était un marqueur ? Qui peut répondre quelqu'un d'ici. Un marqueur de la mine, c'est celui qui est sur un puits et celui qui gère le temps de travail, l'embauche, etc. Non ? Un marqueur, c'est l'agent de maîtrise du jour. L'agent de maîtrise du jour qui s'occupe de tout le jour. Oui, l'agent de maîtrise du jour des puits. Oui, au-dessus à l'entrée du puits, d'accord, ok. Ceci dit, il y a aussi des attentats nominatifs sur des personnalités. Par exemple, le maire de Sanvignes, Grelin, a été visé à Sanvignes. Voilà. Faut dire qu'il avait il avait fait des communiqués un peu durs pour le groupe de Percy, qui avait fait passer un communiqué dans la presse anarchiste de Lyon en disant qu'il allait le regretter. Ce qui s'est avéré vrai après, d'ailleurs. Voilà. Oui, j'avais lu également on parlait tout à l'heure des charges de la dynamite, 45 kilos piqués à Percy, c'est dément quand même, c'est impressionnant quand même. Mais on note aussi quand même que la quantité de poudre, la dynamite utilisée dans chacun des attentats est très différente en fonction de la cible à laquelle ils sont confrontés. En termes clairs, quand ils cherchent à mettre à bas un mobilier religieux ou quelque chose comme ça, bon, ils se débrouillent pour que ça fasse tomber la croix éventuellement, mais c'est sans plus. Par contre, on note bien que quand ils s'attaquent, par exemple, à l'ingénieur, aux alouettes, auxquels ils s'attaquent à plusieurs reprises, parce que je crois qu'ils y vont 4 fois de suite, ils cherchent à faire exploser sa chambre. La charge explosive est très importante, ça fait des dégâts très importants dans sa maison, et on cherche bien à l'éliminer, puisqu'on se débrouille pour que la charge explosive fasse exploser la chambre. Coup de bol pour lui,
coup de malchance pour les terroristes, en l'occurrence, les 4 fois, il n'est pas là. Il échappe de peu, mais les dégâts sont considérables. Donc on voit bien quand même que l'organisation même, la planification des attentats qu'ils mènent, ces jeunes, est très variable en fonction des cibles auxquelles ils s'adressent. Tout à fait. D'ailleurs, dans le dernier attentat, qui est raconté par l'intermédiaire de Brenin, Guesla, Ferriot, voilà, Geslav demande plus de dynamite, lui. Il dit, ça va pas faire, quoi. Il en faut plus. Et c'est plutôt Herriot qui dit, ça suffira, quoi, qui pondère. Voilà. Et contre Etienne, le marqueur, c'était 2 attentats. 2. Le premier manqué, et le second, l'attentat à Souricière, qui était une provocation policière. Voilà. Les mineurs savaient utiliser la dynamite, c'était aussi... ils utilisaient, donc ils savaient gérer... D'ailleurs, ils étaient listés. On retrouve, quand ils ont enquêté après les premières explosions, on retrouve les listes. L'enquête policière, c'est qui a accès à la dynamite. Donc, bien sûr, il y en a. Donc, ils ont listé tous ceux qui ont accès à la dynamite, interrogés, etc. Il y a eu énormément d'interrogatoires pendant ces années-là. Des gens qui ont été arrêtés, qui ont été gardés 1 mois, 2 mois. Ça a été, sur le bassin, c'était énorme. Et il y a eu une législation, d'ailleurs, qui découle de là. La loi sur le transport de la dynamite de 1882, pour ceux qui étaient dans les bois hier, on a diffusé le début de ce texte. Décret, pas une loi, décret ministériel, découle des attentats montcelliens. Je voudrais dire que le premier attentat de 1882 a lieu contre leurs posoirs, contre les croix de mission. Et le dernier attentat en 1885, je crois que c'est en octobre, a lieu contre le presbytère de Sanvigne. Donc, contre l'église. Finalement, la boucle est bouclée, quoi. Et l'avant-dernier ayant lieu au domicile d'Anne Vanier, la femme du traître, infiltrée. Voilà. Comment réagissait la population montcellienne dans son ensemble? Il y avait une sympathie pour pour la bande noire, ou bien il y avait une répulsion? Comment était la grande masse des gens par rapport à ces attentats? Il faut pas nier qu'au début, il y avait une grosse sympathie, quand on parle de 82, etc. Et qu'à partir du moment où les groupes anarchistes se fondent et multiplient ces nuits bleues, la sympathie est dénumée gravement, c'est clair. D'ailleurs, ça va se voir et se traduire dans les élections locales en 1884, où en fait la liste socialiste, qui est quand même composée non pas d'activistes poseurs de bombes, mais quand même de gens qui sont proches de cette mouvance, même mutualistes ou autres, mais enfin de ces grandes surface de bandes noires qu'on voit dans l'espace et dans le temps, voilà, ça va être, on va dire que c'est les suppôts du terrorisme, donc du coup, oui, il y a une peur, et du coup, cette liste, elle périclite. Il y a d'ailleurs un des membres du groupe, là, c'est François Jambon, qui sur place, le jour des élections, hurle dehors que, puisque la liste n'est pas passée, on retourne au fusil. Mais ça, c'est la frange qui continue, voilà. Bien sûr. Ouais. Oui, moi je voudrais rajouter effectivement, la population soutenait le mouvement, puisqu'au Bois du Verne, comme tu l'as dit, presque dans chaque famille, il y avait un membre de la famille qui faisait partie de la bande noire. Et c'est pour ça qu'on appelait on a appelé très longtemps le Bois du Verne le quartier rouge. Ça a changé depuis, mais voilà. Et bon, c'était surtout les gens plus âgés, les mineurs plus âgés, qui ont moins soutenu effectivement les jeunes, les jeunes qui s'étaient radicalisés. Bah oui, parce que ils avaient souvent une famille à nourrir, donc ils pouvaient être du jour au lendemain mis à pied par Chagot, par la compagnie.
Oui, j'ai lu le bouquin de Jérémy Beurier et Soufflet, je ne sais plus son prénom, Les Téméraires. Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a une similarité dans les ressorts psychologiques entre les jeunes de la bande noire à cette époque et les jeunes résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, même si les cibles n'étaient pas les mêmes? Est-ce que la révolte était similaire? Enfin, est-ce qu'on peut estimer qu'il y ait des... Ouais, c'est un très bon livre, Les Téméraires. Ça, je l'ai lu aussi. Et c'est... je confonds Soufflet, son prénom... Gérard Soufflet, qui me l'avait offert. Et j'en ai beaucoup discuté avec lui. Et oui, moi je pense que... Enfin, c'est un... Oui, plutôt ce ressort psychologique, je comprends ce que tu veux dire. Lui, il appelle ça les petits-fils de petits-fils. C'est-à-dire, effectivement, c'est ça, c'est-à-dire nourris du récit des grands-pères. Ça saute, hein, voilà. Et qui, d'ailleurs, reproduisent quelque chose qui est... ces groupes autonomes, quoi, parce que ces petits groupes de résistants dont tout le livre retrace, c'est un travail monumental et très précis. Effectivement, c'est un peu le même type de mode de fonctionnement, c'est-à-dire des groupes de quartier issus de mineurs qui vont au même puits, etc. Et qui en fait n'ont pas d'ordre à recevoir de personne. Voilà, ça c'est très clair, quoi. Ça, c'est à ce côté un art, quand même. À Monceau, moi, je l'ai senti... je suis de Montchanin, moi, si vous voulez. Donc, j'ai le cul entre deux chaises. Je suis allé au lycée du Creusot, et puis je faisais la bringue à Monceau, voilà. Parce que c'est pas drôle, au Creusot. Mais c'est... Il y a cet esprit qui est encore vivace, quoi, qu'on retrouve dans... Oui, c'est un ressort psychologique, sûrement. Ça faudrait étudier ça. Je pense que cette histoire, il faut l'étudier. Il y a beaucoup de documents. Il faut trouver d'autres biais pour la travailler, pour effectivement le point de vue psychologique des populations, la déchristianisation aussi de cette population à Monceau à l'époque. Cette attaque de l'Église extrêmement violente qu'on retrouve nulle part ailleurs en France, qu'on va retrouver en Espagne, voilà, qui est à la mesure de l'oppression cléricale locale aussi. Hein, elle est à sa dite dimension, quoi. Il y a ça. C'est un esprit frondeur quand même ici. Il faut pas le nier. Il existe. Hein. On l'a vu en 47 aussi pendant les grèves des mineurs. Là, c'est quand même quelque chose. Oui, voilà. Effectivement, mais ce livre, je le recommande, hein, c'est un très très bon bouquin. Ouais. Bonsoir à tous. Dans l'histoire de Monceau, moi je me suis fait un petit, regard un petit peu particulier sur le monde associatif. Et en se penchant un petit peu sur le monde associatif, on s'aperçoit que la plupart des sociétés existent en double sur Monceau, que ce soit des sociétés sportives, culturelles, musicales. Je citerai simplement comme exemple l'Harmonie des Houillères et la fanfare des écoles publiques, les Amis Réunis. Je citerai comme exemple Monceau Fémina et les Hirondelles sportives. Et les exemples sont nombreux. Et je me demande si cette origine de ce doublement des associations ne viendrait pas de ces petits-fils de petits-fils dont vous avez parlé, qui ont entendu parler de tout ce qui est société secrète et finalement des résultats de la bande noire. Alors c'est... Hypothèse à creuser, il y a du travail à faire là. C'est une hypothèse qui est peut-être osée, qui est en tout cas pas du tout argumentée, mais c'est peut-être une voie à creuser. Monsieur Billard, vous avez 4 heures et nous relevons votre copie tout à l'heure. Bien, et bonne nuit à tous. Mais ceci dit, petit-fils de petit-fils, alors tu rajoutes un pont. Quand on avait fait une première avec Odile TV, une séance qui s'appelait un événement Cabaret Dynamite, autour de cette histoire aussi, et j'avais rencontré, alors j'ai plus son prénom,
un descendant d'un des membres de la Santa Maria, Brelot. C'est un jeune, il a pas 40 ans. Et lui, son grand-père était dans les groupes dont on parle dans les Téméraires. Et donc le grand-père de son grand-père était membre de la Santa Maria. Voilà. Et il me dit, ouais, chez les Brelots, il n'y a pas de vendu. Alors j'ai repris les archives, puis je lui ai envoyé tous les comptes rendus des interrogatoires de son aïeul, voilà, qui effectivement n'a vendu personne. Si lui, il donnait aucun nom, il répondait non à tout. Comme quoi, ça s'est transmis. Moi, je vais aussi poser une question, je vais faire le public là-dessus. Je vais te poser une question qui nous interpelle, nous, organisation historique, institut social d'un syndicat, et puis d'un syndicat très présent sur le bassin minier. Et est-ce que d'une manière ou d'une autre, on peut penser que tous les militants et les actions que tu as évoquées là pendant toute cette soirée, est-ce qu'elles ont été les prémices ou les bases, ou ce qui a permis de construire le mouvement syndical qu'on connaîtra, alors presque 15 ans plus tard, dont entre autres le syndicat des mineurs est similaire, dont le syndicat des mineurs CGT actuel est le descendant direct. Alors, est-ce qu'il y a une filiation quelconque qu'on peut percevoir ou pas ? Moi, je pense que oui, d'une certaine façon. Enfin, mais pas d'une certaine façon, oui. Les chambres syndicales, comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas de loi, enfin, ni un parti, ni un syndicat. Voilà, c'était dans un parti, et puis ça faisait un boulot syndical aussi. À partir de 1884, quand il y a les lois sur les syndicats, qu'on utilise encore aujourd'hui, nous autres, syndicalistes, dont on dépend, les chambres syndicales montceliennes qui se sont recréées en 83 après l'émeute de la Chapelle vont se dissoudre parce qu'ils veulent pas se conformer à la loi, principalement. D'ailleurs, les archives, on trouve des témoignages justement de ces secrétaires qui disent la chambre syndicale, parce qu'ils sont aussi arrêtés, eux, au moment des charges et tout ça, et ils expliquent qu'ils veulent pas se conforter à la loi parce que faut donner un nom. C'est toujours la même histoire. Même dans les lois de 1884, il faut donner un nom. Chez Chagot, tu donnes un nom, t'es foutu dehors. Et donc du coup, ils reconduisent pas à la pratique clandestine avec tous les événements qui se sont passés, la répression et tout ça. Donc va falloir attendre 1899, la Grande Grève, qui met fin à la répression de la bande à patins et qui voit la constitution du syndicat CGT ici à Monceau, pour qu'on retrouve les chemins de la lutte collective. C'est quand même une lutte collective, tout ça. C'est pas les attentats des Ravachol, Vaillant, etc., qui pour moi sont des psychopathes. On n'est pas on est dans une lutte collective. On peut juger que mettre une charge sous une fenêtre où il y a une famille, c'est quand même pas glorieux. Après, on se replonge dans l'histoire et on voit que, on se bat avec les moyens qu'on a. Voilà, à un certain moment. Mais collectivement. Et les moyens qu'on a à ce moment-là, c'est ça. Sinon, on fait que une petite solidarité entre nous et tout, mais bon, et comment on change les choses, voilà. L'outil syndical, ça va être l'endroit où vont se retrouver. Faut pas croire que les 800, 1500, ils sont tous morts en 1899. Merzet était un ami de Jules Poteau, qui était un ami de Gueslav, du groupe des Alouettes, et tous ces liens existaient, c'était des liens de travail, etc., vont se retrouver dans le syndicalisme. Surtout dans le syndicalisme d'action directe, c'est-à-dire le syndicalisme révolutionnaire de la CGT d'avant 14. Et effectivement, pour moi, il y a un lien. Alors, j'appelle pas ça, moi, comme le dirait Lénine, la maladie infantile du socialisme. C'est les prémices, oui, mais c'est pas... voilà. Il y avait un mémoire qui avait été écrit sur la bande noire de Sophie Touillon, justement, dans les années 80. Elle balaye ça comme ça en disant que, elle dit pas la maladie infantile, mais elle a une autre formule, ça veut dire ça, quoi. Non, c'est une organisation qui correspond au moment. Après, elle se retrouve dans le syndicalisme. Pas tous, bien sûr. C'est comme, mais il y a un lien.
Il y a un lien. Et on va le retrouver d'ailleurs par la suite. Le mouvement syndical, il a des épisodes par la suite. Alors peut-être pour terminer rapidement, si en tant que... Je voudrais simplement ajouter... Je coupe la parole à Roger, ça se fait pas. Ce que tu viens de dire là, c'est férocement exact, parce qu'on a quelqu'un comme Claude Forêt, qui a été adjoint au maire de Bouvry, qui a été conseiller général, et qui a été aussi délégué syndical. On le voit arriver 1898-1899, et c'était un ancien de la Bande Noire, qui n'a pas fait exploser de dynamite, lui, mais qui assistait aux réunions. Alors peut-être pour... Oui, là, ça a l'air d'être bon cette fois-ci. Peut-être pour terminer et conclure cette conférence, est-ce que tu pourrais nous dire, et puis est-ce qu'on peut répondre d'ailleurs à cette question, ces jeunes révoltés dont on a, parce que ce sont quand même plutôt des jeunes, effectivement on a bien compris qu'il y avait aussi un phénomène de génération, est-ce que ces jeunes révoltés du bassin minier, avec tous ces événements parfois violents, bien évidemment, mais est-ce qu'ils ont réussi ou échoué dans leur tentative de remettre en question le joug patronal, le joug clérical, le capitalisme qu'ils condamnent et qu'ils dénoncent en permanence? Est-ce qu'ils ont réussi dans leur tentative? Vous imaginez bien qu'on ne va pas dire qu'ils ont renversé le capitalisme, effectivement, quoi. Qu'est-ce qu'est la réussite là-dedans? C'est-à-dire que ça rejoint la question précédente. La réussite, ils ont fait monter les enchères. C'est-à-dire, la loi de 84, à mon avis, elle était prévue par le pouvoir, Valdez-Crousseau, mais elle ne devait pas sortir tout de suite comme ça. Elle était avancée. Elle est une réponse directe aux attentats montcelliens. Ils ont fait monter les enchères, c'est-à-dire que c'est un moyen de pression. Eux n'en avaient pas conscience comme ça. Eux, ils se battaient au jour le jour. Donc c'est une lutte de révoltés. C'est pas une lutte. Ils étaient d'ailleurs extrêmement. Il y avait un côté, je sais pas poétique, mais quand il y a des interrogatoires, par exemple, les membres du groupe de Percy-les-Forges, des tout jeunes, ils ont 16, 17 ans. Il y en a un qui répond, on n'a pas voulu donner un paquet de dynamite à celui-là parce qu'on sait que c'est un collectiviste. Quand ils s'échangent dans les réunions, en marge des réunions, les paquets de dynamite. Il dit parce qu'il faut en garder quand la révolution, elle va éclater à Percy. Alors la réussite, pour lui, c'est la révolution à Percy. Mais oui, c'est pas la société d'aujourd'hui. Et il faut voir une chose, c'est que dans les statuts des chambres syndicales, et ça c'est un phénomène, je crois, très important, quelque chose de très important. Dans les statuts des chambres syndicales, là, on a vu le livret de Jean Viennet, on parle de fédéralisme. C'est-à-dire, l'État central, c'est l'ennemi. Depuis la commune, etc. C'est du fédéralisme. Donc eux, ils pensent qu'on peut s'autonomiser sur un coin. Je pense qu'il y a de ça, sans trop de théorie non plus. On va faire du socialisme municipal. Et puis après, on se fédérera avec d'autres communes. Et ça sera le renversement du capitalisme. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette idée-là qui font progresser. En sens, c'est une réussite. C'est-à-dire que ça va faire... D'ailleurs, Brousse, quelque part, il le reprend après. C'est lui, quand il définit le possibilisme du Parti ouvrier, il parle de la base municipale. Il faut faire des services publics municipaux, gérer... Voilà. On a cette idée qui est en apparence très réformiste, de municipalisme, et que d'autres vont reprendre, qu'on appelle aujourd'hui le municipalisme libertaire, mais qui vient aussi qui est une conséquence de tout ça. Voilà, tout ça c'est en formation à ce moment-là, c'est pas une maladie infantile comme je disais précédemment, mais on peut penser, je pense que ces jeunes, ils y ont cru. Ils y ont cru aussi parce qu'ils ont 17 ans, 18 ans, 20... mais ils ont, quelque part, je pense qu'ils ont pris leur pied, Faut pas... Ils sont ouverts une perspective. Alors peut-être elle paraît complètement
irréalistes, etc. Mais dans leur tête, à 17 ans, comment on est? On a envie de vivre et pas survivre. C'est pas la même chose. Bien, je pense que ça peut être le mot de conclusion. Je vais terminer en remerciant Yves pour sa présence aujourd'hui, et puis, enfin, depuis hier, voire même depuis avant d'ailleurs, et le travail qu'il a bien voulu accomplir avec nous et puis les équipes autour. Je vous invite réellement à prendre le temps d'aller vous procurer son ouvrage là-bas, puis de prendre le temps de lui faire dédicacer. Je pense qu'il en sera tout à fait heureux. Il y a d'ailleurs d'autres ouvrages dont il a été, dont il a poussé à la réédition. Des ouvrages qui ont un rapport avec le travail qu'on a fait l'an dernier, enfin qu'on avait évoqué l'an dernier sur la commune du Creusot. Il y a aussi un de ces romans, enfin un roman qui traite aussi de la commune du Creusot qu'il a commis il y a déjà quelques années et qui vient de rééditer, qui s'appelle La peau des statues. Il me semble que c'est celui qui montre là effectivement. Et puis si vous voulez nous aider, parce que tout ça se fait quand même pas comme ça, si vous voulez nous aider financièrement, il y a un chapeau qui a été posé là-bas sur la table à la sortie. Rien ne vous empêche de poser votre écho dedans en partant, mais vous pouvez aussi, et ça nous est tout aussi bénéfique, vous pouvez aussi adhérer à notre Institut d'Histoire Sociale. C'est une association comme n'importe quelle association, dont on a déposé les statuts comme n'importe lesquels de vos associations. C'est le système, et vous pouvez y adhérer. Alors là-bas, il faut aller vous adresser à Monsieur Ménéghel, qui est le grand argentier ce soir de toutes ces affaires-là. Bon, écoutez, je vous remercie. Et puis, de toute façon, je vous souhaite une bonne fin de journée.